Donc, comme toujours, on va commencer par les sujets un peu légers pour attaquer après les gros sujets. Je souhaite d'abord un fructueux mois de mars. Nous avons entamé un nouveau mois de mars, le nouveau mois de mars. Je souhaite un fructueux mois de mars à tous les compatriotes, tous ceux qui prennent la peine de nous suivre ici. Je souhaite un bon moment, un bon temps de prière et de carême pour nos frères musulmans qui ont déjà commencé le carême et les catholiques qui vont commencer la semaine prochaine avec le mercredi des cendres. Donc, pendant cette traversée vers la Pâque, que la Providence, le Seigneur lui-même nous accompagne, qu'il nous garde et qu'il nous assiste durant cette montée vers Pâques, cette période vers Pâques. Et parlant de nos frères musulmans qui ont commencé le carême hier, je voudrais évoquer la situation de certains de nos compatriotes qui travaillent au centre Kadhafi à Lomé 2, au centre Kadhafi vers Kégué-là-bas, dont certains ne sont pas payés depuis plusieurs mois, je pense 4 ou 5 mois, qui n'ont pas leur salaire. Ce sont des compatriotes qui sont des enseignants, des éducateurs au centre de Kadhafi, à Lomé 2, dans la zone de Kégué-là-bas. Et ce centre est co-dirigé par les Libyens et l'Union musulmane du Togo. Donc il se fait que depuis un bon bout de temps, nos compatriotes qui sont dans ce centre-là ont des difficultés à percevoir leur salaire. Ils ont interpellé l'Union musulmane du Togo qui n'arrive pas à s'occuper de ses obligations. Je pense que c'est une institution qui, depuis un certain temps, n'a pas renouvelé son bureau. Donc on a des compatriotes qui sont en difficulté et ils m'ont saisi depuis 3 semaines, mais j'ai oublié d'évoquer leur sujet. Donc je profite du début du carême pour parler de nos frères éducateurs et enseignants qui travaillent à l'Union musulmane et qui travaillent au centre Kadhafi et qui ne sont pas payés depuis un bout de temps. Alors, je voudrais aussi évoquer un sujet pour ne pas l'oublier. Bonjour John, j'ai eu depuis hier une vidéo d'une Française expatriée qui, dans un témoignage assez révoltant et poignant, déclare avoir subi une séquestration suivie de VIOL chez nous au Togo, alors qu'elle était partie dans le cadre d'une mission humanitaire au sein d'une association qu'on appelle VEAT. Ce sont les associations qui s'occupent généralement des camps chantiers, des sorties dans les villages. Et cette vidéo est devenue virale sur la toile, elle fait le tour et je pense que ce n'est pas une bonne chose pour notre pays. On avait déjà parlé en termes de VIOL du cas de la Madone, comment est-ce que on ne sait pas comment est-ce que cette affaire de la Madone s'est terminée. Est-ce que des gens ont été véritablement poursuivis ou pas? Personne ne sait comment est-ce que cette histoire de la Madone s'est terminée. Et voilà ce que nous disons quand on ne réprime pas les gens, quand on ne prend pas des mesures pour punir les gens, ça franchit les frontières. Et voilà, et donc cette Française qui a fait ce témoignage qui est sur la toile, moi je ne l'ai pas diffusé, ce témoignage qui est sur la toile et dans laquelle elle affirme, elle accuse son maître de stage dans cette association de l'avoir séquestré et de l'avoir, c'est pas VIOL, vous comprenez ce que je veux dire,
Et ça, c'est une très mauvaise publicité pour ces associations qui font souvent les camps chantiers, qui vont dans les villages pour aider les villages à construire les écoles, à construire les puits et tout ça. Merci beaucoup, Khalifa. Et c'est vraiment dommage. Non seulement cette association, sa notoriété, sa crédibilité va être totalement remise en cause, mais ça va toucher l'ensemble des associations qui sont dans ce domaine-là. Et Dieu seul sait que dans ces associations, il y a beaucoup de travail qui se fait. Moi, je connais des gens depuis 20 ans qui animaient ces associations, qui allaient dans les villages avec les expatriés pendant les vacances, badigeonner les salles de classe, faire le soutien scolaire, donner des habits aux jeunes dans les villages. Et voilà ce qui s'est passé. Et donc, cette vidéo est sur les réseaux sociaux, elle tourne en boucle. Hein, et c'est notre pays qui prend un coup. C'est l'image de notre pays qui prend un coup. Et je pense que il faut des mesures fortes pour décourager les jeunes qui se livrent à ce genre de choses. Lorsque vous recevez des expatriés, notamment des jeunes blanches qui viennent chez vous pour apprendre un peu de l'Afrique, si vous n'avez pas de relation consentante avec elles, il n'y a aucune raison pour que vous les harcelez et que vous les séquestriez. Il n'y a aucune raison. Et le VIOL, c'est un crime, hein? C'est un crime, c'est pas un délit, c'est un crime. Et là, ce qu'elle a fait là, c'est la vidéo qu'elle a faite là, ça va entamer la crédibilité de toutes les associations qui sont dans ce genre de domaine. Et les gens, vous n'aurez pas des gens prochainement. Et c'est vraiment dommage. J'ai tenu à placer un mot. Vous pouvez retrouver la vidéo hein, sur la toile. Moi, je ne l'ai pas publiée, je n'ai pas envie de la publier. Mais vous pouvez la retrouver sur la toile. Moi, je l'ai eu depuis hier. On me l'a envoyé. Et voilà ce que je peux dire par rapport à cette situation-là. Là, je passe rapidement là-dessus. Ensuite, il y a à Ouagadougou le FESPACO. Le FESPACO s'est terminé ce week-end à Ouagadougou, je pense hier. Le FESPACO auquel une délégation togolaise de cinéastes a participé de façon d'ailleurs brillante. On a vu la ministre de la Culture qui était au FESPACO avec toute une équipe. C'est une bonne chose de participer au FESPACO au Burkina Faso, à Ouagadougou, mais c'est une autre chose. C'est une autre chose pour nous de construire des infrastructures pour permettre à nos artistes, quel que soit le domaine dans lequel ils exercent, que ce soit ceux qui sont dans la musique, ceux qui sont dans les arts plastiques, les artisans, ceux qui fabriquent les objets de décoration et tout ça, pour que chacun puisse véritablement éclore son talent. Et quand vous arrivez au Burkina Faso, vous voyez toutes les infrastructures qui ont été construites depuis le temps de Blaise Compaoré pour accueillir ces événements qui sont d'ordre international et qui rassemblent beaucoup d'artistes venus dans le monde. Force est de constater qu'au Togo, on est toujours dans un désert d'infrastructures pour les artistes, que ce soit ceux qui sont les chanteurs, ceux qui sont spécialisés dans le domaine de l'art plastique et tout ce que vous pouvez imaginer. Il n'y a pas de centre culturel au Togo, appartenant par exemple à l'État togolais. Il n'y a pas de palais de culture, il n'y a pas de centre artisanal bien construit. Moi je me rappelle, j'ai vu le centre artisanal de Cotonou il y a plus de 20 ans, un domaine assez immense. J'ai vu le centre artisanal du Burkina Faso, un domaine assez immense. Le centre artisanal de Ouaga, un domaine assez immense. Le centre artisanal de Dakar, très vaste. Et à cela, il faut ajouter, je ne sais pas comment dire, les musées et tout. Et donc, aujourd'hui, c'est un désert d'infrastructures. Pourquoi je parle de ce sujet-là? Il ne suffit pas seulement d'aller à Ouagadougou et de prendre des photos. Vous voyez nos compatriotes qui vendent dans la rue, je ne sais pas comment on l'appelle, la rue dans laquelle on vend les fleurs, qui est le début de on vend les fleurs. Nos compatriotes qui vendent les objets d'art, dans la rue qui débouche sur l'UTB, à partir de l'église évangélique à Sigamé. Voilà.
le golf, voilà, la rue on vend, voilà. Et donc, ça fait des années que des compatriotes sont dans cette rue en train de vendre les objets d'art. Et ça attire énormément de touristes. Quand les touristes viennent au Togo, c'est l'un des rares endroits où ils vont pour repartir avec des objets d'art en souvenir du Togo. Et ces gens-là, ils payent des impôts, ils payent des taxes, mais ils sont pratiquement dans la rue. Ça fait des dizaines d'années qu'ils sont dans la rue du Golfe, merci, qui sont dans la rue. Et aujourd'hui, l'église évangélique presbytérienne, qui est propriétaire des immeubles qui sont là-bas, l'église a conçu des immeubles aujourd'hui pour les rentabiliser. Donc, il se fait que les marchandises, les étalages, bonjour Evelyne, merci d'être là. Les étalages de cette rue-là deviennent un obstacle pour les nouvelles boutiques que l'église évangélique a construites. Alors là, qu'est-ce que l'église fait? L'église a sorti une note pour demander à tous les citoyens qui sont là-bas, à tous les compatriotes, rue des Arts du Golfe, voilà, à tous les citoyens qui vendent là-bas de dégager dans un délai de 1 mois. Dans un délai de 1 mois, ils doivent libérer l'emprise. Toute l'emprise qui est là-bas doit être libérée dans 1 mois. Alors, tous ces gens, tous ces jeunes, tous nos compatriotes qui vendent sur cette rue-là, ils vont devenir quoi? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est ça la problématique. Il y a la note ici, la note de service de l'église qui a demandé qu'ils évacuent les lieux parce que l'église a conçu des boutiques derrière qui ont besoin de l'espace de devant pour rentabiliser aussi ces investissements. Et donc, le ministère de la Culture au Togo fait quoi? Le ministère de la Culture, il ne s'agit pas d'aller à Ouagadougou, aller prendre des photos, d'être content parce qu'on a participé au FESPACO. Mais qu'est-ce qui vous empêche, vous, au Togo, de construire un marché des arts, un centre artisanal, où quand les touristes vont arriver, c'est là qu'ils vont débarquer, soit dans la zone portuaire, soit dans la zone de l'aéroport, où vous avez un marché uniquement dédié pour les arts, et quand les gens viendront, c'est là-bas qu'ils vont aller. Donc, c'est ça ce qui est vraiment dommage. Je vais résumer ça rapidement en langue locale. Et bien envie que oui, ça n'a ati papa nous les rue du Golfe, notre coisco, notre nyanyo habe direction anti paroisse que les founa et bien envie que ça n'a les founa n'entend minyabe amewa ou les founa via ite petiti. Founa pour watch on a eu ça n'a wabe et objet d'art ati papa nous wabe et nous panamo sur palime. Et nous pouvons on avec palime au panel, on va s'en aller l'homme. Fumo le wanya et moi nous commis à l'université au salon les fous vers dans la bonne fous pour toi mais quand c'est oh les fous depuis des années voilà et mon dieu les trottoir a dit on doit aller on va si on les va pas dans vieux on les tu avais tu peux faire avec de tomber on a clienté les fous donc quand sur du soleil tu allais au matobé et malaisie la pas les fous parce que tu as tout et nous affions ces gangans les fous tu allais dire la rentabiliser les fiancés donc les fous et là tout qu'on a et fiancé avec la fiancée donc et tu as les tournobina il y a mieux avec les tournobina mais non au tri de cas nous a tout les fous puis il y a qui qu'on les jaillit donc on les désembarrer voir mieux mi et mi promotion de l'art mi le ministère de la culture nous que tout mi les pour les gens pero amoko on a les mêmes montio parce que il y a pas de et à me dire qu'on avait du mieux, mais du coup on avait du mieux. On s'en a voté, on y est boulé le beau ça, on s'en a dit pas, on s'en a voté, bâti que bavon, couton, on s'en a nous donc normalement, on doit dire péré con. Là il y a un vieux, il y a un salon les fous, né à me dire qu'on avait du mieux, touriste soit, on a nos plans les fous. Et te payons on les coutons, on les Dakar, on les Ouaga, on l'Abidjan, on les Accra, te payes gang où tu c'est des centres, hein? Et te payes gang où tu d'arrêt. Il y a des va faire la plomb, il faut mais les prévenus que militaire et doit et nous coquille la nuit et nous voici on s'en a les fous nous compte du vieux produit là on s'en a les fous voilà tout quoi centre mobile que pemlo famille au ministère de la culture ni soit avec madame Kuigan et Ouagadougou on va participer FESPACO on des photos on les communes Burkinabé tout le monde a son blesse campagne avec gamin même Sankara. Il y a un centre artisanal de Ouaga. C'est sûr, c'est dans un domaine. Au Bénin, c'est pareil. Domaine dont tu es loin là où plus de 1 hectare. Donc, mieux y aller. Nous, tout les mieux. Nous, quel est le mieux. Puis, il y a un moment autonome, nous, le fou.
tu as tout le monde le fou. L'église a raison. Parce que c'est le domaine de l'église. Donc, avant, tu as fait sur le fiancé dans mon. Parce que maintenant, il y a des filles, tu vois, crise, tu as mais à mon balai, tu as gâché bon. Qu'un baoué, et ouais, mais subvention pour relation du tachan, et gamme, balai, ballon, bon. Donc, tu as le fiancé là, fiancé là. Donc, on a mis les salons, tu avais fiancé, mais quoi. Et à un moment, tu vas plaider les fous. Au lieu quoi. Donc, à bien, on vit, et tu as pas quoi, pour bien. Ouais, mais si ça savait pour les fous, on les tout le monde a le fiancé. Donc, normalement, État, gouvernement, et il a dit TP, non, mais on fait beaucoup de fou. Parce que, je vous rappelle dans le fou, un peu béni, et Gabinina, on a douané. C'est beaucoup d'argent qui rentre dans le pays. Normalement, on a tout ça artisanal, non? Soit on a les portuaires des fous, alors là, on a l'aéroport, on a dit TP, on a tout ça artisanal. Hein? Un des banniers, 4 lots, 5 lots, tiens, on a tout ça artisanal. Ah, mais tu le qui va jouer à fou, donc, mon ministre pour être ministre, pour régler tout les problèmes. Donc, j'ai voulu en parler. Je vais publier la note de l'église qui leur demande de partir sur ma page Facebook, pour que tout le monde puisse voir ce que je dis. Donc, voilà. Merci pour cette question aussi. Je l'ai évacuée. Et pam, voilà. Wawea et tous mes trinos, les gens de EPAM là, ils sont tellement bouchés que fort de l'impunité dont qu'ils bénéficient dans le pays, ils se permettent tout et ils se disent rien ne va leur arriver. Ils se disent on va dépenser l'argent public comme on veut. Rien ne va nous arriver parce qu'aujourd'hui, nous servons un pouvoir qui nous protège et il ne se passera rien. Il ne se passera absolument rien. Et donc, mais ce que les gens oublient, c'est que les dénonciations que nous faisons aujourd'hui, ça va vous rattraper plus tard. Que vous le veuillez ou pas, ça va vous rattraper. Si vous prenez des libertés avec l'argent public, vous êtes une directrice de l'épargne, vous êtes commissaire de police, on connaît votre salaire, et vous prenez de l'argent de l'épargne pour faire des réalisations, des appartements meublés, vous achetez des terrains, vous construisez des bâtiments à Lomé, à Palimé, un peu partout. Demain, quand ceux qui vous protègent aujourd'hui ne seront plus là, on vous demandera des comptes. Donc, vous avez beau dire aujourd'hui que vous vous en foutez. Salut Zaga, merci d'être là. Vous vous en foutez de ce que ce journaliste raconte. Vous ramassez de l'argent, vous ramassez comme vous voulez, mais sachez que demain, tout ce que nous dénonçons là, ça va vous rattraper. C'est d'ailleurs pourquoi la loi a dit que tous ceux qui ont des postes de responsabilité au niveau de l'administration doivent déclarer leurs biens. C'est pour ça que la loi le dit. Et donc, vous dites que oui, que l'épargne c'est une vache à lait, vous servez comme vous voulez, au détriment des femmes, au détriment de ceux pour qui vous devez créer un environnement, je ne sais pas, pour pouvoir travailler. Et vous servez. Écoutez-moi très bien. Au mois de décembre, je vous ai dit ici combien les gens de l'épargne se sont partagés comme prime de jetons de présence pour les conseils d'administration. Depuis le ministre, jusque, j'ai donné les montants. Et ils se sont partagés beaucoup d'argent. Depuis janvier, ils se sont encore partagés 29 millions. Prime d'incitation, ils appellent ça eux-mêmes prime d'incitation. Ils se sont partagés 29 millions. Donc, et Garo Kekewa, cet argent, ils le tiennent d'où? Parce que l'épargne ne produit pas de l'argent. L'épargne, ce n'est pas une entreprise qui produit de l'argent. Ils ont juste des tickets et ils vont, avec les tickets, ils vont prendre de l'argent chez les femmes au marché. C'est des gens qui vont au marché avec un bout de papier en main et ils récoltent de l'argent. Normalement, ils devraient investir cet argent-là dans le marché pour créer de bonnes conditions pour que les femmes aient de la place pour vendre. Mais cet argent, dès qu'ils le ramassent, ils se partagent entre eux. Ils achètent de nouvelles voitures, ils ont les bons de carburant, ils vont donner l'argent. Ils vont donner de l'argent aux officiers, à leurs chefs hiérarchiques, ils mouillent tout le monde. Et donc, aujourd'hui, la directrice même de l'épargne est en palabre
propres gars qu'elle a recrutés pour collecter l'argent. Parce que, puisque elle-même, elle vole, puisque elle et les autres se partagent l'argent, les jeunes qui sont les collecteurs, eux aussi, ils ont mis des circuits parallèles pour harceler les femmes et se faire de l'argent. Alors, en décembre 2024, écoutez-moi très bien, les femmes a récolté comme ticket au grand marché 225 millions. Décembre 2024, ils ont eu une rentrée de 225 millions. Décembre 2024, le seul mois de décembre, ils ont eu une rentrée de 225 millions. À l'heure où je vous parle, ils n'ont plus d'argent pour payer leurs prestataires. Ils ont des tensions de trésorerie. Ils vont payer les salaires avec un retard, mais ils ont des tensions de trésorerie. Il y a des prestataires qui ne sont pas payés, et des gens qui viennent ramasser les ordures dans les marchés, les gens qui entretiennent certains marchés, les gens des factures qui ne sont pas payés. Et pendant ce temps, eux, ils se partagent l'argent. Donc les 225 millions qu'ils ont récoltés en décembre 2024, ils se sont partagés ça en différents primes. Primes d'incitation, primes de ci, primes de ça, bons de carburant et tout, et tout, et tout. La dame qui avait été directrice de l'EPAM, avant l'arrivée de cette commissaire de police que Boubessi a placée là, Madame Ayele, quand elle partait de l'EPAM, elle avait laissé un DAT de 500 millions. Vous savez ce qu'on appelle DAT? C'est un dépôt à terme. C'est de l'argent qu'on met dans un compte, dans un compte bloqué pour faire des projets. Elle avait un DAT de 500 millions. Elle avait laissé un DAT de 500 millions. Dès que l'équipe actuelle est arrivée, la première chose qu'ils ont eu à faire, c'est de dilapider ce DAT-là de 500 millions. Mais nous avons nos mamans qui sont au grand marché, qui sont sous le soleil, qui n'ont pas de place pour vendre, qui sont bousculées par les gens dans le marché. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Quand on en parle, et on a quand même des autorités dans le pays, parce que le premier qui couvre cette corruption, c'est le ministre de l'administration territoriale, M. Awate Odabalo, parce que c'est lui qui est le président du conseil d'administration de l'EPAM. En plus, il y a la ministre du Commerce, Mme Livedor, et maintenant il y a la gouverneure, Mme Kassa. Donc, c'est ce groupe d'individus, bien, bon arrivée l'homme, c'est ce groupe d'individus qui cautionne la gabégie de la directrice générale de l'EPAM. Ah ouais, je vois bien un ministre qui s'est connecté. Bonne arrivée, monsieur le ministre. Donc, vous voyez, je l'ai vu se connecter. C'est le ministre Trimois, je l'ai vu se connecter. Et donc, vous voyez, c'est le ministre de l'administration territoriale qui cautionne toute cette gabégie au grand marché. Et donc, des gens qui ont récolté 225 millions en décembre, ils ne font aucun investissement. Ils ne produisent pas de l'argent. L'EPAM, ce n'est pas des gens qui produisent de l'argent. C'est des gens qui ont juste un bout de papier, donc des tickets, et ils vont chez les femmes collecter de l'argent. Donc, chaque jour, il y a de l'argent qui rentre dans les caisses de l'EPAM. Et donc, normalement, si cet argent était bien géré, on peut le mettre dans des comptes bancaires, et puis après, on fait des prêts pour moderniser le marché. Donc, eux, ils se partagent l'argent comme un butin de guerre. Chaque mois, ils se partagent l'argent, les bons d'essence, les voitures, les avantages, tout. Sauf les femmes qui sont sous le soleil. C'est pas normal. Donc, ils ont eu 225 millions en décembre et aujourd'hui, nous sommes début mars, ils ont des tensions de trésorerie. Il faut auditer les parts et le plus rapidement possible. Moi, je dis et je le dis toujours que ce dossier-là, je ne le lâcherai pas. Jusqu'à ce qu'on nous mette de l'ordre dans les parts et que nos mamans qui sont au grand marché travaillent dans de bonnes conditions. Vous avez vu les boutiques qu'ils ont construites là? Les boutiques qu'ils ont construites à l'ancienne gare routière, là où il y avait le commissariat. Les boutiques qu'ils ont construites, là où il y a le commissariat, eux-mêmes ils appellent ça centre commercial. Vous avez vu les boutiques qu'ils ont construites là? À côté, au Carrefour, là-bas, ils ont construit des boutiques pour aller vers l'école primaire qui est, voilà. Les boutiques qu'ils ont construites là, ils ont construit l'immeuble là, ça fait au moins 800 boutiques. 800 boutiques.
C'est des barons du régime qui ont récupéré le terrain, beaucoup qui ont mis de l'argent dedans. 800 boutiques. Et vous savez combien de boutiques les Togolais ont pu avoir dans ce complexe-là? 81 boutiques. Les Togolais n'ont eu que 81 boutiques sur les 800 boutiques. Et c'est à 500 000 francs par mois. Les Togolais n'ont eu que 81 boutiques sur les 800 boutiques dans ce complexe-là. Les Togolais n'ont eu que 81 boutiques. Où est notre patriotisme? On a pris le terrain de l'État pour construire des boutiques et les Togolais n'en bénéficient pas. Les Togolais n'en bénéficient pas. On a pris le terrain de l'État parce que c'est un domaine de l'État pour construire un centre commercial et ce sont les gens qui viennent de l'extérieur qui ont eu la majorité des boutiques. Sur les 800 boutiques, il n'y a que 81 boutiques que les Togolais ont pu avoir. Parce qu'ils ont augmenté les frais de location et comme les Togolais n'ont pas d'argent, ils ont donné ça aux étrangers. Et ça, c'est depuis tout le réseau autour de l'EPAM qui organise ça. Est-ce que c'est normal? On ne peut pas continuer à accepter des choses comme ça. On ne peut pas. Donc, il faut revoir toute l'administration du grand marché de Lomé, l'administration de l'EPAM. C'est vrai que quand je sors, je parle de l'EPAM, la directrice là, elle est paniquée, elle fouille dans son bureau, elle se pose des questions, si Ferdinand a placé un micro dans son bureau, où est-ce que je passe pour avoir les informations et tout ça. Mais vous n'avez pas un niveau de conscience pour comprendre que ce qu'on est en train de vous dire là, c'est une alerte. Demain, vous serez poursuivi par ce que vous êtes en train de faire. Même si on ne vous fait rien aujourd'hui, tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ça va vous rattraper demain. Ceux qui vous protègent là, est-ce que vous savez s'ils vont perdre le pouvoir dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Dans 5 ans, vous serez où? Dans 10 ans, vous serez où? Si Dieu vous prête vie. Les gens vont vous arrêter. Ceux qui vont venir, peut-être que ce sont des gens qui ne vont pas accepter la corruption, ils vont faire les audits, ils vont vous foutre en prison. Ils vont retrouver vos réalisations, ils vont le comparer à votre salaire de commissaire. Ils vont se rendre compte que vous vous êtes fait beaucoup d'argent sur le dos de l'État. Pour le moment, vous êtes sûr que rien ne va vous arriver, donc vous faites ce que vous voulez. Vous avez les oreilles bouchées et vous faites ce que vous voulez. Et vous pensez que c'est ceux qui vous dénoncent qui font mal. Alors que vous vous amusez avec l'argent public. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire sur l'épargne. On va dire rapidement sur l'épargne et puis voilà, je pense que j'ai suffisamment parlé de l'épargne. Il y a un compatriote qui m'a dit que il y a une montagne d'ordures. Il y a une montagne d'ordures. Merci à tous ceux qui sont connectés sur TikTok. Merci à Zaga, à tous les autres, à Marc et tout ça. Et il y a un compatriote qui m'a dit qu'il y a un tas d'ordures derrière la BOAD. C'est la BOAD ou c'est la BIDC? En tout cas, dans la zone de Zongo, l'ancien Zongo. Merci beaucoup. Dans la zone de l'ancien Zongo, qu'il y a un tas d'ordures juste derrière Zongo, derrière la BIDC, entre la BIDC et qui inonde le quartier d'odeurs nauséabondes. Je ne sais pas si c'est la NASAP qui doit s'en occuper, si c'est la mairie de la zone qui doit s'en occuper. De toute façon, il y a un compatriote qui a parlé de ça, qui a voulu que je relaie cette information pour que on puisse venir ramasser les ordures qui se sont entassées derrière la BIDC et qui envoient des odeurs dans tout le quartier, y compris la BIDC elle-même, BIDC ou BEAD, je ne sais plus c'est derrière quelle clôture exactement, mais qu'il y a un tas d'ordures qui se trouvent là-bas aujourd'hui. Et comme les pluies vont arriver bientôt, si les pluies tombent sur ces ordures-là, vous imaginez tout ce que cela va entraîner encore dans le quartier, comme odeur, maladie,
et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, c'est important que ceux qui doivent ramasser ces ordures-là, si c'est la NASAP, si c'est le grand district autonome de Lomé, si c'est la mairie, au moins qu'on puisse aller ramasser ces ordures-là pour le bien des riverains ou ceux qui travaillent dans le quartier. Et d'ailleurs, ce n'est pas une bonne image pour les Togolais. Quand vous avez une banque comme la BIDC qui est remplie d'étrangers qui travaillent chez nous, la BIDC c'est la banque de la CEDEAO, et que des gens viennent à la BIDC et ce qu'ils voient à travers les fenêtres, c'est des tas d'ordures immédiatement derrière. Un immeuble aussi important, un immeuble aussi prestigieux que l'immeuble de la BIDC, ça pose un problème. Même si vous êtes incapable même de ramasser les ordures dans la ville de Lomé, vous n'arrivez même plus à ramasser les ordures, c'est qu'il y a fondamentalement un problème. Il y a fondamentalement un problème dans le pays. Le pays, peut-être, est dans une situation assez préoccupante si vous n'arrivez même pas à ramasser les ordures. Ça, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Alors, j'ai lu toute cette semaine une interview de M. Agadazi, ambassadeur plénipotentiaire de la République du Togo auprès de la République française. Et franchement, je ne sais pas qui l'a conseillé de raconter ce qu'il a raconté là. Je sais que c'est des journalistes, hein, c'est des journalistes qui avaient intérêt à lui soutirer un peu peut-être un peu d'argent pour le week-end, qui l'ont dit, ah oui, il faut réagir, il faut faire ci, il faut faire ça. Et bon, je ne sais pas quel est moi mon problème, parce que il s'en est pris violemment à moi en disant que je suis un adepte de la délation. Je ne sais pas, quand on dit qu'il a un appartement à Marseille, c'est une délation, ou bien s'il veut que je publie l'adresse sur les réseaux sociaux, je peux publier l'adresse de son appartement qui est à Marseille, comme ça il saura si c'est de la délation. Ensuite, la manière la plus opaque dont il a géré pendant plus d'une vingtaine d'années l'ANSAT, s'il veut on va en parler, comme ça il verra si c'est de la délation. La manière dont il a géré le ministère de l'Agriculture avec tous les projets qui ont été initiés, les milliards qui ont été envoyés par la fenêtre, il verra si c'est de la délation. Et après il dit que je suis un activiste. Moi je ne suis pas un activiste, je suis un journaliste. Et je suis un journaliste avec une reconnaissance internationale qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Et si j'étais activiste, ce que j'allais lui faire, ça va être la Johnny Pacheco. J'ai toujours dit ici que moi je ne suis pas un activiste. Hein. Si j'étais un activiste là, un journaliste c'est quelqu'un qui connaît les limites de ce qu'il fait. Il connaît la loi, il sait ce qu'il doit dire, il sait ce qu'il ne doit pas dire, il sait les limites à ne pas franchir. Mais les activistes là, ils n'ont pas de limite. Hein. Eux, pour eux, toute arme qui tombe dans leurs mains, on peut l'utiliser, même s'il faut mettre un peu, sinon beaucoup de mensonges dedans. Ça, c'est les activistes. Ça. Ils ne connaissent pas les réglementations, ils ne connaissent pas la loi, ils ne connaissent pas la déontologie, ils ne connaissent pas l'éthique et tout ça. Mais si moi j'étais un activiste, mais comme je l'ai dit par le passé dans plusieurs de mes lives, la République va prendre un coup. Mais je n'ai pas envie d'être un activiste, donc M. Agadazi, d'abord, un ambassadeur ne parle pas ouïa comme vous avez parlé là. Un ambassadeur, a priori, c'est quelqu'un qui est discret. Normalement, par rapport aux accusations qui ont été portées contre vous par Kodi Togo, il ne vous revenait pas de parler, il revenait au gouvernement, le porte-parole du gouvernement, si réaction devait avoir, de réagir, ou à la limite, le ministre des Affaires étrangères, celui qui est votre patron immédiat. C'est à lui de réagir s'il fallait réagir. Ça, c'est pour la forme. Vous êtes un officier, mais vous ne savez même pas, et vous devenez ambassadeur, vous ne connaissez même pas la forme. Vous ne savez même pas comment, quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il ne faut pas parler. Et vous racontez tout et n'importe quoi. Les journalistes qui sont venus vous dire de faire ça, je les connais, je sais ceux qui sont venus vous proposer ça, ils vous ont plutôt enfoncé. Votre sortie vous a plutôt enfoncé. Puisque vous n'avez rien nié dans les accusations qui sont portées contre vous. Vous n'avez rien nié. Vous avez fait de l'esprit. Vous avez tourné en rond en racontant votre vie. Vous n'avez rien nié.
Vous n'avez absolument rien nié. Autant celui qui est votre prédécesseur, comment il s'appelle déjà, Toussaint Caliste, non c'est pas Toussaint, Caliste Bartolsi Madjouba, voilà, votre prédécesseur, était un homme assez discret. Moi, je ne l'ai jamais même entendu parler. Il était ambassadeur pendant longtemps en France. Je n'ai même jamais entendu sa voix. Là, il est ministre de la sécurité à Lomé. Je n'ai même pas encore entendu sa voix pour me poser la question à quoi ressemble sa voix. Donc, c'était quelqu'un d'assez discret et je dirais même raffiné. Il est aussi officier. Autant vous comportez comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Vous pensez que c'est comme ça va se passer en France quand vous allez arriver? Vous insultez RFI qui n'a relayé aucune information. RFI dépend du Quai d'Orsay en France. Et vous avez commencé par dire, parler, à vous exprimer où il y a comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et c'est comme ça que vous voulez être ambassadeur en France. Ça, c'est la forme. Maintenant, sur le fond, vous dites que vous avez pris des témoins. Vous avez pris des témoins. Je ne sais pas si vous pensez que, bon, être ambassadeur, c'est dans votre ferme de, je ne sais pas quoi, d'élevage de poules, ou je ne sais pas quoi, ou de chèvres. Vous dites qu'en 2005, vous avez raconté tout un tas d'histoires et que vous dites, il faut aller demander à Folie Basi Katari, qui est l'actuelle ministre de l'Environnement. Mais vous ignorez, vous, à Kadazi, que Folie Basi Katari, elle a été citée dans le rapport de la FDIH comme étant un acteur majeur qui a armé les milices en 2005. C'est-à-dire, on vous accuse, vous, à Kadazi, d'avoir été aux côtés des milices en 2005. Et vous dites que vous n'avez rien fait. Et si les gens veulent s'assurer que vous n'avez rien fait, les gens n'ont qu'à aller demander à Folie Basi. Folie Basi lui-même, qui a déjà été cité dans le rapport de la FDIH. Vous pouvez prendre le rapport de la FDIH. Folie Basi est cité noir sur blanc. Vous perdez de vue que quand le ministre François Bocco a démissionné en 2005 en refusant de cautionner les tueries, c'est Folie Basi qu'on a nommé à sa place pour terminer le processus électoral. Et c'est sous Folie Basi qu'on a massacré les gens. Vous oubliez ça? Moi, j'étais dans un meeting à Sokoré. Moi, Ferdinand qui vous parle. J'étais dans un meeting à Sokoré en 2005 avec l'équipe de Boba Kitali. On a fait un meeting fou au terrain de Sokoré. Il n'y avait même pas de la place. On a terminé tard dans la nuit le meeting. Il y avait tellement du monde. Et à la fin du meeting, on est resté à Sokoré, on a dormi à Sokoré. La nuit, les éléments de Folie Basi nous ont attaqué à la machette. Toute la politique africaine, abonnez-vous. J'en suis un témoin. Ils nous ont attaqué à la machette. La nuit, en 2005, on a fui Sokoré par la brousse pour arriver à Takpamé où on a pu dormir avant de rejoindre Lomé. Et le nom de Folie Basi est noir sur blanc dans le rapport de la FDIH. Donc, personne ne raconte n'importe quoi sur vous. Ou bien vous pensez que parce que c'est 20 ans après, les gens ont oublié. Les gens n'ont pas oublié. Moi, j'étais à Sokoré. Quand ils ont macheté les gens la nuit, nous avons fui Sokoré la nuit. Par la brousse. Ils ont macheté les gens. Et c'était les éléments de Folie Basi. Et donc vous pensez que le rapport de 2005 là, c'est passé comme ça par perte et profit. D'ailleurs, je vous informe qu'en France là, il y a des gens qui s'organisent pour réveiller ce dossier-là et porter plainte contre les auteurs. C'est une bonne chose que vous arrivez en France. Et comme ça va bien se jouer. On connaît la justice française. Hein. Si elle a réussi à mettre un bracelet électronique sous le pied de Sarkozy, c'est pas vous, ambassadeur, je ne sais pas qui. Les gens s'organisent. Cette histoire-là, c'est pas fini ça. Parce que c'est des crimes imprescriptibles. Tout ce qui s'est passé dans le rapport de 2005, que ce soit le rapport de la FDIH ou le rapport de l'ONU, c'est des crimes imprescriptibles. Donc vous demandez à des gens qui vous accusent d'aller s'informer auprès de Folie Basi, qui lui-même est déjà cité. Puisque vous-même à Gaddafi, vous êtes cité dans le rapport de la FDIH. Vous êtes cité dans le rapport de la FDIH. Il n'y a pas deux à Gaddafi officiers au Togo. C'est vous.
Et vous dites, vous n'avez rien fait. Et il faut aller voir, comment l'appelle-t-on, et Folie Basi. Il faut aller s'informer sur Folie Basi. Folie Basi lui-même, lui, il est même couché dans le rapport. Lui, il est couché même dans le rapport de la FDH. Il est couché dans le rapport de la FDH. Vous pensez que ce sont des faits qui vont passer comme ça par perte et profit? Vous allez voir la dynamique de la justice qui va se mettre en branle prochainement. Parce qu'on a mis la CVJR en place pour régler le problème. La CVJR n'a rien réglé. Ils ont profité de la CVJR pour noyer toutes ces informations-là. Mais vous pensez que les gens sont des idiots? Après, pour toutes les accusations, votre défense maladroite sur le PNP, je pense que le PNP vous a bien répondu au moment où vous les avez accusés. Il y a pas mal de vidéos du PNP sur la toile que les gens peuvent retrouver facilement. Et voilà. Donc, voilà ce que je veux dire sur cet aspect-là. Donc, monsieur l'ambassadeur, il faut savoir prendre la parole. Un ambassadeur, c'est quelqu'un d'abord qui est très discret, qui a une parole rare. Ce n'est pas quelqu'un qui se met à parler, à réagir sur tout et n'importe quoi. À la limite, ce sont vos supérieurs qui doivent réagir. Ce n'est pas parce que vous êtes officier, vous avez fait les casernes. Quand vous étiez dans les années 92, là, 91, là, c'est vous qui lisez les communiqués numéro 1, numéro 2 au canon pour menacer la transition. Vous faisiez partie de vous à Gadazi. C'est vous qui lisez les communiqués, non? Communiqué numéro 1, communiqué numéro 2, telle personne est convoquée au canon. C'est des allégations. Donc, allez à l'école de votre collègue qui est maintenant ministre de l'Intérieur à Lomé, Madjouba. Il va vous dire comment est-ce qu'il a pu être ambassadeur en France pendant 20 ans sans que personne ne parle peut-être en mal de lui ou je ne sais quoi, ou qu'on ait entendu prendre la parole, bavarder quelque part. Au lieu de vous mettre à parler, je ne sais pas, à dire tout et n'importe quoi. Voilà. Le pays dans lequel vous arrivez est un pays où les gens sont très raffinés. Ça ne parle pas ouïa comme vous êtes en train de le faire. Peut-être que vous ferez une bonne compagnie avec Trump, hein, parce que lui n'a pas de diplomatie. Voilà ce que je voulais dire sur le cas Gadazi et rappeler que moi je suis pas un activiste, mais si vous voulez que je le devienne, je vais le devenir. Hein. Moi je ne suis pas un activiste. Si je suis un activiste là, il y a des choses que je vais faire, vous n'allez pas pouvoir croire. Donc un activiste n'a pas de limite. Lui, c'est s'en fout la mort. Vous avez vu les Johnny Pacheco, les Babou Kone, tout ça là. Ces gens-là, eux, ils n'ont pas de limite. Hein. Eux, ils se lèvent là. Tout ce qu'on leur dit, ils vérifient, ils ne vérifient pas, ils bombardent. Ça, c'est l'activisme. Ils bombardent. Ils s'en foutent des dégâts. Ils bombardent. Parce que c'est son combat, ça. L'activiste, c'est son combat. Il n'a pas de limite, il n'a pas de déontologie, il n'a pas d'éthique. Donc lui, toute information qu'on lui envoie, si on dit ah, X, A, comment eux-mêmes le disent, a fait quelque chose à la femme de Y, il vient, il le dit. Il ne sait pas que bon, ça détruit des foyers, ça fout en l'air des relations, lui il le dit, il s'en fout. Mais si vous voulez que je devienne un activiste, je peux le devenir. C'est à vos risques et périls. Hein. Parce que, en toute modestie, je suis quand même bien informé hein, par rapport à ce qui se passe autour de vous. Voilà. Une fois que je quitte ce sujet d'Agadazi, je vais passer par Sunu Bank. Voilà un autre dossier qui est là. Cette semaine, j'ai vu beaucoup d'articles dans les journaux qui ont tenté de voler au secours de Sunu Bank. Je connais le mode opératoire, je sais ce qui s'est passé. Dès que vous sortez un dossier qui dérange, on appelle quelques journalistes, on fait un semblant de droit de réponse, on l'accompagne avec un peu de moyens. Et donc, ces articles-là
on apprend, les gens disent, ouais, la directrice qui est partie, Madame Albrangano, je ne sais pas comment elle s'appelle, je pense que c'est ça, qu'elle est une femme professionnelle, qu'elle a fait telle banque, elle a fait ci, elle a fait ci, elle a bien géré la banque. Mais ce n'est pas moi qui dis qu'elle a mal géré la banque. Ce sont les syndicalistes, vous les avez même écoutés avec Saint-Banque. Est-ce que c'est moi qui dis qu'elle a mal géré la banque? Ce sont ses propres collaborateurs qui disent qu'elle a mal géré la banque. Comment est-ce qu'on peut être une professionnelle, hein, et puis on va donner de l'argent à un opérateur économique sans aucune garantie? Vous êtes une directrice d'une banque, comme sur une banque, et vous donnez de l'argent à un opérateur économique au Niger, qui est de votre communauté, sans aucune garantie, et l'opérateur économique, quelques jours après, déclare la faillite. Et vous êtes une bonne administratrice, ça? Comment est-ce qu'on peut être une bonne administratrice? Vous sortez 9 milliards, vous dites que c'est pour l'État du Sénégal, l'argent se retrouve dans une banque privée. Vous êtes c'est pas une professionnelle. Vous avez sorti 2 milliards comment l'appelle-t-on, de Sunu Bank, donc la BPEC, pour un prêt, un crédit à Élysée Cotran. Vous connaissez la société Élysée Cotran? La BPEC, donc la Sunu Bank, a fait un prêt de 2 milliards à Élysée Cotran. Élysée Cotran, c'est une société de Julie Beguedou, sans aucune garantie. Aujourd'hui, vous êtes au tribunal. Le contentieux au tribunal. Ça, c'est une professionnelle qui fait ça. 2 milliards, sans aucune garantie. Il y a des jeunes Togolais qui cherchent même à prêter 5 millions, 2 millions, 3 millions, 10 millions pour leur affaire. Vous refusez de leur donner. Mais des gens viennent vous leur donner 2 milliards. Mais ces 2 milliards, c'est l'épargne des Togolais. L'argent qui rentre dans Sunu Bank, c'est l'épargne des Togolais. C'est l'épargne des Togolais. Vous avez sorti de l'argent il n'y a pas très longtemps en direction de la Côte d'Ivoire, 1,5 milliard pour financer un lycée pour les filles en Côte d'Ivoire. Vous avez sorti de l'argent il y a quelques jours pour la Côte d'Ivoire, un crédit, malgré que la banque est dans une situation difficile, 1,5 milliard. Mais au Togo, on a des lycées, comme le lycée de 2 février. On cherche des financements pour construire le lycée de 2 février. Vous n'êtes pas rapproché de l'État togolais qui abrite la banque et qui a des actions dans la banque pour dire Sunu Bank peut financer la reconstruction du lycée de 2 février pour le bonheur des... Et donc, le fait pour vous d'aller d'écrire des articles que vous balancez dans des journaux, ça ne va pas, ça ne va pas régler le problème de fond. Le problème de fond, c'est la gabégie de votre gestion. Et vous êtes en Côte d'Ivoire, vous continuez d'agir sur la banque. Le ministre même des Finances togolais, il ne comprend pas. C'est lui qui a demandé à la commission bancaire de venir faire l'état des lieux. Lui-même ne comprend rien. Parce qu'il s'est posé la question, comment est-ce qu'on a pu laisser gérer une banque comme ça pendant des années, sans que personne ne dise rien? Quelque part, il y a certains qui sont quand même, qui ont encore de la décence. Quand ils voient des choses, ils ne sont pas d'accord. Donc, arrêtez d'aller publier des choses dans les journaux pour vous donner une bonne conscience que oui, c'est une banque qui est bien gérée, et machin, tout ça. Merci, Kwajomi. Hein? Arrêtez de faire des conneries comme ça. Donc, le reste de la bataille, c'est les employés, les syndicalistes, qui vont continuer la bataille avec Sunu Bank. Sinon, moi, je ne suis qu'un journaliste, lanceur d'alerte. Quand c'est pas bon, je dis que c'est pas bon. Et moi, je m'en arrête là. Maintenant, il faut que d'autres personnes puissent continuer le combat et pour avoir gain de cause. Donc, arrêtez de faire croire que la banque est bien gérée, puisque les syndicalistes eux-mêmes disent que la banque est dans une situation difficile, qu'elle est mal gérée. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai à dire sur Sunu Bank. Maintenant, on va entamer le dossier Simco. Voilà d'autres cas. Je vais, avant d'entamer le dossier sur Simco,
je vais vous partager certains éléments avec vous sur ma page. Pendant que je parle, je partagerai des trucs avec vous sur ma page directement. La dernière fois, j'ai évoqué le code du travail et je vous ai lu les articles du code du travail qui impose aux étrangers qui viennent travailler chez nous comment ils doivent être traités et quels sont leurs contrats et tout et tout. À la suite de ça, il y a un compatriote qui m'a envoyé un message que je vais lire avec vous. On va le lire ensemble. Parce que c'est seulement le dimanche qu'il y a du beau monde. Pour que vous voyez comment est-ce que des emplois échappent à des cadres togolais, à des diplômés togolais au profit des étrangers. Et qu'en fin de compte, ces étrangers s'organisent pour sortir l'argent du pays. Parce que plus vous avez des étrangers qui viennent travailler chez vous, qui arrachent les emplois qui devaient venir aux nationaux, ces étrangers, une fois qu'ils sont payés, ils sortent l'argent du pays. Et donc, il y a, à un moment donné, un problème de liquidité dans les banques parce que les gens qui sont payés, ils ne déploient pas l'argent, ils ne dépensent pas l'argent dans votre pays. Ils le sortent pour aller dans leur pays. Et donc, il y a un compatriote qui travaille dans une entreprise à Sokodé qui m'a envoyé un message pour dire, grand frère, voilà ce qui se passe dans notre entreprise. Voilà ce qui se passe dans notre entreprise. C'est une entreprise, il m'a dit, à l'image de ce que j'ai dénoncé dans Simco, il me dit, il travaille dans une entreprise, apparemment c'est ceux qui font les ponts ou les routes à Sokodé là-bas, les histoires de Sorubat et leur compagnie. Et voilà ce qu'il me dit. Il dit, le directeur du projet, voilà, l'entreprise s'appelle Hightech. Je pense qu'ils font des ponts vers la zone de Sokodé-Bassar. Il dit, le directeur du projet, c'est un Sénégalais. Écoutez très bien. Le directeur du projet, c'est un Sénégalais. L'adjoint, c'est un Sud-Africain. Le responsable logistique, c'est un Libanais. Le DAF, c'est-à-dire directeur des affaires financières, c'est un Libanais. Le responsable du transport, c'est un Libanais. Le gestionnaire du carburant, c'est un Libanais. Le chef d'études, c'est un Indien. Le chef laboratoire, c'est un Libanais. Le chef du terrassement, c'est un Sud-Africain. Le responsable de la centrale à béton, c'est un Sud-Africain. Le directeur de la carrière, là où ils prennent les roches, tout ça, c'est un Sud-Africain. Toutes les machines stratégiques sont conduites par les expatriés. Écoutez-moi très bien. Hightech, c'est vers Tamba, je ne sais pas, mais il m'a dit c'est dans la zone de la région centrale. Écoutez très bien ce que je dis. Il dit, la direction, ceux qui dirigent le projet, ceux qui dirigent ce projet-là, le directeur du projet, c'est un Sénégalais. L'adjoint, c'est un Sud-Africain. Le responsable de la logistique, c'est un Libanais. Le DAF, c'est un Libanais. Le responsable du transport, c'est un Libanais. Le gestionnaire du carburant, c'est un Libanais. Le chef d'études, c'est un Indien. Le chef laboratoire, un Libanais. Le chef du terrassement, un Sud-Africain. Le responsable de la centrale à béton, c'est un Sud-Africain. Le directeur de la carrière, c'est un Sud-Africain. Maintenant, toutes les machines stratégiques, c'est-à-dire les grosses machines, les dumpers, tout ça, c'est conduit par les expatriés. Et pourtant, pour ce travail, il y a de la compétence au Togo. Il y a des Togolais qui sont diplômés. Il y a des Togolais qui ont la compétence. Est-ce que quelqu'un peut me dire en live ici qu'il n'y a aucun Togolais pour gérer une carrière? Une carrière d'une société, il n'y a pas de Togolais pour gérer une carrière. Il n'y a pas de Togolais pour gérer le transport. Il n'y a pas de Togolais qui soit diplômé en logistique. Il n'y a pas de Togolais qui peut faire des études. Il n'y a pas de Togolais qui peut tenir un laboratoire. Il n'y a pas de Togolais qui peut conduire des engins. C'est-à-dire que c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, pour cette petite société qui exécute un projet dans la région centrale, regardez le nombre d'expatriés qui sont concentrés à la tête de la société. Et tous ces gens que je viens de citer, ils ont des salaires énormes. Ils ont une cuisinière, ils ont une ménagère, ils ont de la
la connexion permanente, ils ont des crédits de communication, ils ont des logements, les logements décents, des villas. Et le seul Togolais qui est parmi eux, c'est celui qui s'occupe des ressources humaines, c'est le RH. Et lui, il n'a aucun avantage. Lui, il n'a pas de chauffeur, il n'a pas de cuisinier, il n'a pas de ménagère, il n'a pas de logement. Et ça se passe chez nous, au Togo, en 2025. Et un pays qui est bourré de gens compétents, un pays qui est bourré de diplômés, où les gens sont à faire du sémillion, à aller boire, à devenir des soulards. Ça se passe chez nous. Alors que le code du travail interdit ça. Le code du travail n'accorde de CDI aux expatriés que 4 ans. Un CDI de 2 ans renouvelable une fois. Et quand l'expatrié vient, si cette compétence n'existe pas au Togo, il est bien obligé de former un Togolais avant de partir pour que le Togolais prenne la relève. Mais en Occident, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, mais si vous arrivez en France et que vous voulez travailler dans une entreprise, on cherche d'abord à savoir s'il n'y a pas un Français qui a la même compétence que vous. S'il y a un Français qui a la même compétence que vous, on prend le Français, on vous laisse. C'est quand il n'y aura pas de Français qui a cette compétence-là qu'on vous prend. C'est partout comme ça. En Allemagne, c'est pareil. En Belgique, c'est pareil. Je ne sais pas ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est comme ça. Chaque pays essaye de préserver les emplois locaux. Et vous savez pourquoi ils font ça? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi ils font ça. Parce qu'un expatrié qui vient chez vous, il gagne un salaire peut-être 10 fois plus que le salaire du national. Même s'ils ont les mêmes diplômes. Et une fois qu'il gagne ce salaire, il sort l'argent du pays. À chaque fin du mois qu'on le paye, il sort de l'argent du pays. Et donc c'est de la liquidité en moins pour le pays. C'est pour ça que dans certains pays, même faire les Western Union, c'est compliqué. On refuse aux gens de faire les Western Union. Vous connaissez toute la diaspora qui est en Occident. Et vous savez qu'on dit que c'est la diaspora qui nourrit l'Afrique parce que les gens, une fois qu'ils prennent leur salaire, ils courent à la fin du mois pour faire les Western Union. C'est-à-dire, ils sortent l'argent du pays où il est employé. Donc il y a un enjeu économique et de maîtrise de la masse monétaire derrière cette affaire-là. Il y a une question de la maîtrise de la masse monétaire derrière cette affaire-là. Et vous savez très bien que les expatriés qui viennent dans notre pays, et comment on appelle ça? Les sociétés font du faux. C'est-à-dire, vous avez un gars, il est sud-africain, il est taïwanais, il est indien, il vient dans une société, on déclare son salaire à 350 000 francs. C'est ce qu'on va aller déclarer à l'inspection du travail. On va dire qu'il gagne 350 000 francs. Et quand l'inspecteur du travail va lui poser la question, mais c'est avec les 350 000 francs que vous faites face à toutes les charges, il va dire non, que c'est la société qui lui a loué la villa, la voiture c'est la société qui s'en charge, le carburant c'est la société, et lui il a juste son salaire. Donc ils ont un contrat qui brandissent devant l'inspecteur du travail, mais ils ont un autre contrat caché, où celui qui gagne 350 000 francs au Togo comme salaire, en réalité il gagne 3 000 $. Ou il gagne 1 500 $, ou il gagne 2 000 $. Et à la fin de chaque mois, la société vire automatiquement l'argent sur son compte. En Afrique du Sud, en Chine, en Inde, à Taïwan. C'est comme ça que ça se passe dans notre pays. Et comme nous avons des autorités qui ne contrôlent rien, si ce n'est que les coups d'État, quand il y a un coup d'État au Togo, bien quelqu'un veut faire un coup d'État, il faut être déjà au courant. Mais quand il faut faire des contrôles sur les questions de corruption, les dissimulations comme ça, on ne voit jamais au service de ces renseignements. Donc, c'est comme ça qu'ils font dans le pays. Ils font des montages financiers. On a vu ça dans les Panama Papers. Vous avez une seule société qui s'installe au Togo, qui a des relais à l'île Maurice, aux îles Vierges, et finalement vous trouvez les Panama, tout ça, Taïwan, Singapour. Et donc, à la fin, sur leur chiffre d'affaires au Togo, vous ne verrez que peut-être 50 millions, 100 millions, mais ils font des chiffres d'affaires de milliards. Donc, ils sortent systématiquement l'argent du pays. Et c'est un manque à gagner terrible pour le Togo. Donc, les gens sont à Lomé, ils se plaignent que l'argent ne circule pas. Oui, quand vous avez autant d'étrangers qui ont le contrôle de votre économie, l'argent ne peut pas circuler. Quand vous avez tellement d'étrangers qui ont le contrôle de votre économie, l'argent ne peut pas circuler. L'argent ne peut pas circuler. Parce que ces gens, ils sortent l'argent systématiquement du pays. Ils ne gardent que dans le pays le minimum qui leur sert à vivre. C'est pour ça que chaque pays protège les emplois locaux. Mais si c'est le Togolais qui gagne 10 millions, c'est le Togolais qui gagne 6 millions, il va l'utiliser dans son pays. Il va investir dans son pays. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un diplôme en économie? Je ne sais pas.
à Washington, et, je ne sais pas comment il s'appelle là, ou bien à l'université de Harvard, ou bien à MIT, pour comprendre ça. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un diplôme en économie pour